Il est 14h27, tout le monde est au garde à vous. On va commencer avec 2 minutes d'avance. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'entamer cette avant-dernière séance du semestre, du premier semestre 2021, sur formation et robotique, organisée et modérée par Jacques Hubert de Nancy. Auparavant, je donne la parole à notre secrétaire général Hubert Johannet, qui a à vous parler des progrès de notre informatisation. Et oui, nous avons donc tenu une réunion ce matin avec nos webmasters. Comme vous avez pu, certains d'entre vous ont pu l'observer, sur le site internet n'apparaissent plus actuellement les anciennes e-mémoires, les anciennes vidéos qu'on pouvait consulter sur le site internet précédent. La situation va être résolue dans les mois qui viennent, donc je vais l'annoncer. Et puis, vous dire également que nous saluons la présence de plus en plus de personnes dans l'enceinte. Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, la politique de l'Académie était que les sessions étaient en distanciel et que seul l'accès à l'enceinte était réservé à aux orateurs et aux modérateurs. Le conseil d'administration de l'Académie se réunit la semaine prochaine et prendra une décision pour les sessions qui interviendront à la rentrée. Nous espérons tous vous revoir comme on se voyait avant à la rentrée et nous pouvons espérer que les conditions sanitaires l'autoriseront. Voilà, Monsieur le Président. Ce qu'il faut retenir de ces contraintes sanitaires, c'est qu'elles nous ont appris à utiliser les visioconférences, ce qui fait que nous marcherons sur 2 jambes. La présence de tous ceux qui pourront venir et le suivi en visioconférence de tous ceux qui ne pourront pas venir, ce qui donnera, nous l'espérons, davantage d'audience à nos séances académiques. Alors, avant de commencer, je donne la parole à Jean-Louis Béraud, notre secrétaire annuel, qui va faire le compte-rendu de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, la séance du 16 juin sur la chirurgie thoracique était extrêmement riche. Les communications étaient suivies d'une discussion avec quelques allusions littéraires. Jean-Marc Bast de Rouen, à propos de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau, parle de l'enseignement. À l'origine, le chirurgien était un artisan manuel empirique bénéficiant d'une expérience ancestrale. Le toucher était fondamental, puis la discipline a commencé à se structurer avec la création du Collège Saint-Côme en 1255. Les formations étaient trop théoriques et ce défaut a été souligné par Montaigne et Vézard. On était trop loin des codes. L'anatomie s'intègre enfin plus tard dans la formation. L'imprimerie permet la diffusion des connaissances de l'Antiquité et d'ouvrages comme le manuel de chirurgie de Guy de Chauliac. Ambroise Paré insiste sur l'étude livresque couplée à l'expérience hospitalière et l'étude de l'anatomie. En 1787, Desaulles structure à l'Hôtel-Dieu de Paris un enseignement complet avec leçons théoriques, présentation de malades, sciences opératoires et médecine opératoire. L'internat est créé en 1802, un parcours avec évaluation et mise en place. Aux USA, Alstead résume ses conceptions par son aphorisme « See one, do one, teach one ». Petit à petit, la pédagogie s'affine. On va des connaissances vers les compétences avec évaluation continue. Mais de nouvelles normes imposent des contraintes à l'enseignement. Droit du travail, réglementation HAS, jamais la première fois sur le patient. Certification continue, demande sociétale, performance financière des structures de soins, ressources humaines, contraintes, avènement du mini-invasif, hyperspécialisation. Parallèlement, l'essor technologique bouleverse aussi l'enseignement, du labo d'anatomie à la simulation, comme au Firamoulin ou à l'IRCAD. Cela ouvre un champ immense, mais l'organisation est complexe, le coût élevé, et cela prend beaucoup de temps. Il faut peut-être concentrer dans des bootcamps où se rendront les étudiants. Madame Françoise de Pimpec, dans la discussion, dans les bases immuables de la formation, soulignons la qualité d'un vrai mentor et d'un élève curieux, impliqué et prêt à travailler en équipe. Cette spécialité, la chirurgie thoracique, impressionne un peu et n'est pas choisie dans le peloton de tête. Le choix survient très tôt et ce peut être un problème. Dans notre spécialité, c'est un avantage d'avoir une société unique, un collège formant un guichet commun permettant de suivre précisément le cursus des étudiants, de même que la base de données Epitor. Il faudra compenser l'absence de formation préalable en chirurgie générale et la diminution du temps passé en clinique et au bloc. Question, Philippe Mar, un commentaire, cette absence de formation en chirurgie générale est un problème. Comment la remplacer? Gilbert Massard, le coordinateur, la réforme du 2e cycle présente un risque. Qu'en pensez-vous?
Basse répond, Monsieur Basse répond. Nous nous demandons pourquoi a été supprimé un cursus en chirurgie générale. Madame Le Pintec, cette réforme a été très lente car il y a eu de nombreuses oppositions justifiées. Bernard Cron, les cliniciens sont minoritaires dans les conseils de fac. Il faut absolument rétablir ce cursus. Hubert Joannet, la chirurgie générale n'est pas adaptée à la situation actuelle. Les connaissances évoluent très vite. La spécialisation est souhaitable pour le patient. On touche alors au problème de l'offre de soins. Et Raj Gandbach, il n'y a plus le service de chirurgie générale. On a aussi laissé la gestion des urgences aux urgentistes. On ne peut plus revenir en arrière, mais l'on peut décider d'inclure dans la maquette de formation de chirurgien thoraco-vasculaire 6 mois ou 1 an de chirurgie viscérale. Madame Le Pintec, cela pourrait être envisagé. Gilbert Massard, pourquoi ne pas allonger le cursus comme en Suisse? Comme il a été décidé de former un chirurgien thoracique en 6 ans chez nous, le schéma actuel est un compromis correct. On pourrait peut-être agir pendant le 2e cycle pour ne pas spécialiser trop tôt. Deuxième communication, allusion littéraire à la guerre des boutons, les chirurgies radiothérapie partenaires ou adversaires. Les progrès en biologie moléculaire et le développement technologique ont permis de grandes avancées en oncologie thoracique, notamment en chirurgie et radiothérapie. Ceci permet d'améliorer la survie des patients non opérables et les résultats chez les patients au stade local ou localement avancé. Lorsque les patients sont opérables, 2 essais comparant radiothérapie stéréotaxique et chirurgie n'ont pas montré de différence significative, mais classiquement la chirurgie est préférée en raison du risque de pneumopathie post-radique, de la réirradiation impossible ou de l'absence de curage. Mais une nouvelle technique de protonthérapie permet de réirradier et le curage aurait peut-être un rôle délétère sur l'immunité. Le curage limité aux ganglions sentinelles se développe. Parallèlement, des techniques de destruction par voie endobronchique voient le jour. Lorsque la tumeur est localement avancée ou métastatique, l'immunothérapie donne des résultats remarquables. Elle est proposée aussi en adjuvant et même en néoadjuvant, avec l'inconvénient de retarder l'intervention ou de la rendre plus complexe du fait de la réaction inflammatoire majeure qui perturbe l'évaluation scanographique en majorant l'aspect pathologique. Dans les cas complexes, la triple voire quadruple association semble prometteuse. Donc partenaire et non adversaire. Discussion Pascal Thomas, il est important que le chirurgien thoracique maîtrise toute l'oncologie au vu des progrès spectaculaires dans le traitement de cette maladie qui est la plus létale en France. Il faut aller au-delà des discussions techniques pour appréhender la globalité d'un sujet aussi complexe. Mais pour le curage, rappelons que grâce à la base de données Epitor débutée il y a 20 ans par Marcel Dahan, on sait que certaines exérèses ne s'accompagnent pas toujours d'un curage optimal et qu'il faut encore rester classique en évitant des exérèses incertaines. Soulignons aussi dans les essais multimodaux la pertinence et l'innovation de l'idée, mais l'absence d'évaluation de la qualité de la chirurgie dans les différents camps. Stéphane Renaud, souvent les chirurgiens ne font pas partie du conseil scientifique qui a élaboré l'essai et il y a une hétérogénéité des pratiques. Question, Philippe Mar. Ce sujet est très important et un travail est mené par les académies de chirurgie et de médecine sur chirurgie et cancer, qualité de la chirurgie. Hubert Joannet, comment jugez-vous qu'une immunothérapie est efficace? Jusqu'ici, on se fiait à l'extinction du signal au PET scan, mais ce n'est pas assez fiable. On étudie les cellules tumorales circulantes et il y a d'autres voies de recherche. Mais aujourd'hui, on n'a pas de critères assez fidèles. Ensuite, Agathe Seguin a parlé, d'après Jules Verne, de la chirurgie embarquée dans le thorax. Jules Verne nous emmène dans l'univers de la fiction scientifique où l'impossible paraît possible. C'était un passionné de cartographie et de navigation et l'on peut s'en inspirer pour parler d'évolution de la chirurgie thoracique. Le poumon est une île mystérieuse et la planification opératoire avec reconstruction 3D est d'une grandeur. Avant l'intervention, on peut connaître l'anatomie précise, artérielle, veineuse, des bronchites, la localisation, les marges de sécurité, la volumétrie, la situation des fissures et réaliser des segmentectomies virtuelles. L'impression 3D permet de retrouver le toucher qui aidait le chirurgien en thoracotomie. Un casque de réalité virtuelle permet de s'immerger dans le modèle. Les segmentectomies sont difficiles et les indications s'étendent, sujet âgé, petites lésions. On sait de techniques d'inflation et de coloration pour cette navigation précise permettant de localiser et de réséquer des lésions difficiles d'accès de façon mini-invasive. De plus, l'on peut effectuer une navigation électromagnétique à l'aide d'un endoscope endobronchique, comme un système GPS, et effectuer des gestes mixtes avec exérèse thoracoscopique guidée par voie endobronchique. Ces gestes peuvent être réalisés en un temps en salle dédiée, hybride, riche en technologie. C'est de l'innovation. Il n'y a pas actuellement de tarification. La prochaine étape est la destruction de lésions par voie endobronchique. L'on évolue de l'intervention à l'interventionnel. Laurent Brouchet, discussion, la modélisation, la planification, la simulation préopératoire et l'enseignement, cela change la vie. On fait apparaître l'invisible et l'appalpable. On est aidé par le robot et la réalité virtuelle et augmentée. Cela va aider l'essor des segmentectomies, nouveau standard sans doute en chirurgie mini-invasive. Question, Albert-Claude Benamou, il faudra parler de tout cela aux élèves des écoles pour susciter des vocations. Un débat sur l'interventionnel est en cours à l'Académie de médecine.
C'est un sujet fondamental dans beaucoup de disciplines. Réponse. Actuellement, les formations en endoscopie en France ne sont pas ouvertes aux chirurgiens. Il faut se former en Europe. Le rapprochement des disciplines est fondamental car il risque d'y avoir pénurie de collègues bien formés et arrivée de chirurgiens européens performants dans ces techniques. Gérard Morvan, envisagez-vous à l'Institut Montsouris un institut médico-chirurgical et organisez-vous un enseignement par simulateur. Nous sommes tous dans un institut du thorax qui comprend l'oncologie. Nous avons gardé la notion de service qui conserve ses spécificités. Il y a maintenant des centres de simulation où les équipes peuvent travailler. Sur notre robot, nous avons une console d'entraînement et les internes travaillent sur modèle 3D. Arlette Kotchen, qui pratiquait en précurseur la pneumologie interventionnelle à Poche, les internes en chirurgie et les internes en pneumologie doivent, dans leur stage, effectuer un passage en salle interventionnelle. Avant-dernier topo, Dan Holland de Strasbourg, Frankenstein, le Prométhée moderne. Le docteur Frankenstein avait, dans le roman de Mary Shelley, donné la vie à une créature à partir de fragments de cadavres. D'où la métaphore de la conservation d'un poumon prélevé sur donneur grâce à un puissant appareil. L'organe est conservé d'abord sous hystérique froide, puis conditionné sous perfusion et ventilation normothermique, avec éventuellement d'autres modifications. Ceci permet de sauver de nombreux greffons. Les premières publications datent de 2011 et les résultats, notamment des équipes françaises, sont bons. Mais l'on peut aller au-delà, comme l'a fait Frankenstein qui a créé une compagne à sa créature et modifié la biologie cellulaire du greffon, utiliser des immunomodulateurs, des cellules souches ou une thérapie génique. On peut espérer bien traiter la dysfonction primaire du greffon. Mais faut-il avoir peur quand Frankenstein qui a détruit sa deuxième créature? L'amélioration des méthodes de conditionnement permet de prévoir, et ce sont les organes qui attendent le receveur et non l'inverse. Les activités de prélèvement et de transplantation peuvent être séparées. Enfin, il faut évoquer les gestes sur poumons isolés et perfusés, antimitotiques, cellules souches, et des matrices en incubation sur qui seraient réimplantées des cellules éventuellement triées en cas de cancer, mais cela s'apparente peut-être au vol du feu divin par Prométhée. Discussion, Olaf Mercier, Centre Marine-Londres. Tout chirurgien thoracique aura à connaître et utiliser ces techniques de perfusion développées par Alexis Carrel, rappelons-le, au début du XXe siècle. Cela nous a permis d'augmenter de 30% le nombre de greffes et d'avoir aussi de meilleurs résultats grâce à la qualité du transplant. De plus, on progresse en envisageant des techniques pour protéger et sauver le greffon, mais il n'y a pas de financement et il faut harmoniser l'organisation sur le territoire, car la perfusion est utile aussi sur les autres organes, foie, cœur, rein. Soulignons l'efficacité de l'école française de prélèvement multi-organes pour la formation. La médecine de perfusion d'organes a un grand avenir. Dernière communication, Pierre-Emmanuel Falcoz, d'après Aldous Huxley, Brave New World. En effet, la majorité des chirurgiens pensent que l'intelligence artificielle modifiera les pratiques et ils s'y intéressent. L'intelligence artificielle est un concept très large, très protéiforme. On peut distinguer, alors on parle un peu anglais parce que tous les concepts nous activés sont anglais. On peut distinguer l'intelligence artificielle restreinte, narrow, la générale et la super. Dans la narrow, on met en place un programme pour réaliser, implémenter une tâche spécifique sur des problèmes spécifiques. Pour ce faire, on utilise des données, les big data. La performance est au moins égale à celle des humains. On en est actuellement à ce stade. L'intelligence artificielle générale résout tous les problèmes et même ceux auxquels les humains n'auraient pas pensé. La super résoudra tout mieux que nous et l'on peut déjà s'inquiéter un peu, comme Aldous Huxley à l'époque et récemment Stephen Hawking. L'intelligence artificielle utilise 3 outils. Machine learning, la machine apprend par les données. Neural networks, on crée un modèle qui imite le cerveau humain. Et deep learning, on met en perspective plus large le réseau neuronique. Prenons un exemple de diagnostic, le mélanome. En 2017 a été publié dans Nature l'article prouvant que l'intelligence artificielle est plus précise que le dermatologue. Pratiquement, l'image est intégrée dans un programme et l'on demande si la lésion est maligne ou bénigne et quelle est la justification. En technique classique, l'image rentre dans un programme qui extrait l'information, ce qui est complexe, et établit des règles. Avec le machine learning, la décision est automatisée. On améliore avec un réseau neuronal, neural network, qui établit un score, fonction mathématique, qui compile les caractéristiques des lésions. On ajoute des pondérations et la machine s'entraîne avec l'aide de l'anapath, pas à pas, par ajustement. Mais dans la pratique, en fonction des données, cela peut être insuffisant. Dans le deep learning, la machine détermine automatiquement les caractéristiques nécessaires au diagnostic. Il faut par contre plus de données. Discussion Marcel Dahan. Il faut se réjouir de la qualité des présentations et de la valeur humaine qui les sous-tend. Avec l'IA, jusqu'où irons-nous? Par exemple, les RCP seront-elles bientôt remplacées? Le chirurgien sera-t-il bien diminué un enregistreur de deep learning? La réponse est non. On peut encore être plus intelligent que la machine et bien l'utiliser en gardant la maîtrise. Par exemple, détection nerveuse péropératoire, réalité augmentée en couplant images scanner et vidéo en live, détection coloscopique des polypes maleux. Pour les RCP, il y a un nombre important de données à rentrer et la bonne question à poser.
Marcel Dain, en conclusion, reste le facteur humain. Quand nous saurons le modéliser, nous serons peut-être comme Icare, nous n'en sommes pas là. Deux questions, Philippe Marr. Un problème majeur lorsqu'on parle d'IA, c'est le recueil des données. Souvenons-nous de l'avion sur le sol. Jean-Pierre Rosenbaum, un commentaire. Beaucoup de découvertes sont dues à des erreurs et il peut y avoir des erreurs salvatrices improbables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je parlais de notre séance d'aujourd'hui comme l'avant-dernière du semestre. La dernière est donc mercredi prochain. C'est la séance traditionnelle avec les militaires. Elle a lieu traditionnellement au Val-de-Grâce, dans l'amphithéâtre Rouvillois. Mais nous pourrons y aller cette fois-ci, car l'amphithéâtre n'est pas équipé pour organiser des séances en visioconférence. Donc, je vous précise à tous, ou en tout cas à tous ceux que ça intéresse, que la séance de la semaine prochaine est un sujet particulièrement important, qui est la prise en charge des traumatismes pelviens et périnéaux, militaires et civils, et qu'elle aura lieu à l'Académie de chirurgie, au Cordelier, et qu'elle sera faite par les militaires, avec Catherine Arvieux comme représentante des urgences civiles à Grenoble.